Bonjour à tous. Je me présente, alors moi c'est Katniss. Je vais à présent vous commenter un replay de StarCraft 2. C'est un replay de League Or en fait. Moi je suis en League Or actuellement. La raison pour laquelle je fais ce replay, c'est parce que deux de mes potes me l'ont demandé. Probablement parce que ça allait les faire marrer. Ils trouvaient ça fun. C'est une bande de joyeux lurons. De mon côté, je le fais parce que je trouvais ça intéressant en fait. Déjà d'une part de découvrir comment est-ce qu'on faisait un replay de StarCraft 2, parce que je connais beaucoup de shootcasters, mais je me suis jamais vraiment intéressé à la méthodologie. Quel logiciel utiliser, est-ce qu'une bécane aussi obsolète que la mienne pouvait se le permettre, ce genre de truc. Et puis aussi parce que l'exercice du commentaire m'intéresse, tout simplement en fait. Enfin, je voulais juste voir ce que je pouvais faire, enfin, si j'étais capable d'apprendre quoi que ce soit, à qui que ce soit, d'assez, comment dire, sympathique pour regarder cette vidéo. Bref. Je vais pas m'éterniser parce que je pense pas qu'elle soit diffusée un jour ou l'autre. Donc je vais en revenir à la game. Juste quelques petites précisions. Protoss c'est pas ma main. Donc vous attendez pas à des miracles de micro-gestion ou de macro-gestion tout simplement. De plus, comme je viens de le dire, je suis en gold. Mon adversaire en fait est en platine. Pour ceux que ça intéresserait. Vous pouvez voir qu'on est en cross position aérienne, c'est la raison pour laquelle j'ai positionné mon pylône, et je suis en Protoss, hein, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est la raison pour laquelle j'ai positionné mon pylône et ma guette ici, de sorte que si le Terran en vient à dropper, ce qui est une phase de jeu très répandue chez les Terrans, les bâtiments ne soient pas à découvert ici, à portée, mais au contraire planqués sur le côté. Ça permet également, si jamais le Terran fait un scan, ce qui est assez souvent le cas, si jamais il fait le scan ici, généralement les Terrans font un scan ici afin de voir si la B2 est prise, mais également pour pouvoir découvrir quelques bâtiments ici. Si vous construisez vos bâtiments ici, ou tout du moins la plupart de vos bâtiments, ça permet de cacher votre tech, de dissimuler votre tech et donc de retarder sa prise d'information. Voilà, donc là, je précise que là il a scouté ma fast expand. En arrivant chez lui, donc je vois que le gaz a été pris, ce qui signifie qu'il va attaquer, et donc partir sur une agression assez rapide. Là, on voit la baraque, et là, normalement, je vais la voir, la deuxième baraque. Ayant moi-même joué Terran quelques temps, ça m'a tout de suite fait, ça me fait penser à un Dorax Laptech plus réacteur. C'est ce qui fait pour le coup, moi je l'ai pas vu parce que malheureusement ma prop s'est fait trouer avant que j'ai eu le temps de revenir. Mais effectivement il part sur un Dorax. C'est un build très sympathique en Terran. Déjà d'une part parce qu'il est très facile à exécuter, mais aussi parce qu'il est très performant. Ça permet de techer très rapidement, de partir sur un push assez rapide dans les 6-7 premières minutes et de sécuriser son expand derrière, tout en mettant une grosse pression sur le Protoss. C'est un build qui a l'avantage de pouvoir faire gagner la partie au terrain très rapidement et le cas échéant de sécuriser une macro game. Donc vraiment un très bon build. Moi de mon côté, comme j'ai scouté ces deux racks, j'ai rajouté une guette. Parce que je pense pouvoir défendre mon expand avec deux guettes. C'est assez naïf de ma part, mais je pense pouvoir le faire. Donc le premier zélote au cul de ce VCS et le deuxième, je crois que le premier VCS, le premier zélote va lâcher le VCS et aller se positionner à la Xel'Naga pour voir le push arriver. Push qui va arriver ici. Vous m'excusez, je mets juste sur pause un petit instant, je veux juste vérifier une chose. On en est à... D'accord, ok. Vous m'excusez, je suis obligé de mettre sur pause de temps en temps pour vérifier que en fait, je peux enregistrer qu'une certaine taille de fichier. C'est pour ça que cette vidéo sera probablement en plusieurs parties d'ailleurs. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, avec le zélote, j'ai vu le push arriver. Enfin, le push, hein. C'est un marine et un maraudeur. Il est parti très tôt de chez lui. Normalement, on attend en général le deuxième maraudeur avant de pusher. Mais vu qu'il a vu que j'avais pris mon expand très tôt dans la partie, il est parti plus rapidement. C'est assez malin de sa part. Là, pour le coup, j'ai deux zélotes et une sentry. Et mon erreur en fait, ça a été de ne pas faire de stalker. Vous voyez, cette sentry en fait, elle est inutile. J'aurais dû faire deux stalkers direct. À partir du moment où vous avez les zélotes pour tanker, ce qu'il vous faut, c'est des stalkers. Une sentry, ça vous sert à rien au début de la partie. Enfin, à moins que vous arriviez à la faire survivre, mais
Si le Terran vous tue avec son push, de toute façon cette sentry vous en aurez pas l'utilité. Donc je pense vraiment que la meilleure défense à ce push, c'est Zealot plus Stalker. J'en profite pour expliquer la localisation de ce pylône ici. C'est pas du tout un pylône de tech, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à créer des bâtiments ici, il a uniquement vocation à warper des unités. Les warper à l'intérieur pour protéger la B1 si jamais il n'y a pas moyen de sauver la B2, mais aussi warper les unités à l'extérieur si jamais le Terran se bloque en quelque sorte ici en ciblant le Nexus. Dans ce cas, ce que doit faire le Protoss, c'est warper des unités ici, en warper d'autres ici et prendre le Terran en sandwich. Ça se voit assez souvent dans les parties pro. D'ailleurs, la localisation de ce pylône est assez banal en fait en partie pro. Bon, le problème c'est que moi je suis très loin d'avoir... je suis un casual gamer, donc forcément j'ai pas vraiment le skill qui me permet d'exploiter pleinement le potentiel du bâtiment. Mais peu importe. Donc là vous pouvez voir que je gère vraiment comme une brêle, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un petit aparté sur le pylône, c'était pour vous éviter d'avoir à voir la débâcle, d'avoir à subir la débâcle en même temps que la mienne. On en est où là? Ok. Je vais couper là, je vais reprendre tout de suite, hein. Voilà, donc on est de retour. Je m'excuse, hein, j'ai une tour qui a pas mal vécu, et donc enregistrer c'est pas forcément évident, c'est un peu une aventure, mais bon. C'est assez agréable de trouver de se dépatouiller pour obtenir un résultat correct quand on a peu de moyens en fait. Ça fait travailler la cervelle. Bref. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, alors bon, je vous le dis tout de suite, en fait je vais réussir à repousser ce push, hein. Les stalkers vont s'accumuler et je vais lui grignoter des unités au fur et à mesure. Mais je vais m'attarder un instant sur la B2 du Terran pour dire que oui, je vais survivre à ce push, mais malgré tout, c'est le Terran qui a fait une bonne opération ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en regardant le total d'unités, vous pouvez voir qu'on a exactement le même nombre de probes, on est tous les deux sur 2 bases. Par contre, qu'est-ce qu'a le Terran que moi je n'ai pas? Il a la tech. Il a ce lab technique et il a travaillé dessus depuis le début de la game. Et c'est la raison pour laquelle il a l'obus incapacitant et le boubou qu'on peut voir ici. Bon alors je joue en très basse résolution parce qu'encore une fois mon PC est pas merdique mais dépassé on va dire. Néanmoins on arrive bien à voir le bouclier sur ces marines. Ce qui fait que concrètement le Terran a la tech qu'il a débloquée avec son push et il m'a suffisamment retardé pour revenir économiquement dans la partie, voire même me dépasser. Parce que là on a le même nombre de probes mais lui a les mules. Ce qui fait que techniquement c'est lui qui est en avant. Encore une fois, j'ai fait une pirouette pour vous éviter d'avoir à regarder les zélotes voilà, qui justement sont en train de se toucher pendant que les stalkers font tout le boulot. Je précise, c'est pas du tout un misclick de ma part, hein, c'est juste que je savais que j'allais le toller, donc je me suis dit pourquoi exposer les zélotes. Who am I kidding? Bref. Donc là, je viens de vous le dire. À ce moment-là, je sais que je suis en retard dans la partie. Pourquoi? Parce que ce push-là, je l'ai déjà fait quand je jouais Terran, et je sais très bien que le mec a posé sa B2 et qu'il m'a rattrapé, mais que lui a la tech. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai sorti un complexe robotique et je vais faire un prisme de transfert pour forcer un double front. Parce qu'à ce moment-là de la partie, ce qui est vital pour moi, c'est de faire du dégât. Ou alors de prendre une B3. Donc parce que je veux revenir économiquement dans la partie. Pour le faire, soit j'entrave l'économie de mon adversaire en lui défonçant sa B2 et en lui niquant des probes, c'est un exemple, soit je prends une B3 cachée. Moi j'ai fait le pari de l'agression, mais j'aurais très bien pu jouer greedy et essayer de prendre une B3. Là l'erreur du Terran pour le coup, c'est de ne pas avoir fait de bunker. En Terran, quand vous faites ce push, qui encore une fois est un excellent push, quand vous êtes chez le Protoss, c'est-à-dire quand le Terran était ici et qui faisait son push, pendant ce temps-là, quand vous posez votre B2, vous posez minimum 2 bunkers, ici, pour sécuriser votre B2. Parce qu'une fois que le Protoss a le Warp Gate et qu'il a 5 ou 6 gates et qu'il a l'économie derrière, il est capable de faire un push qu'en Terran vous n'arriverez pas à contenir si vous avez si vous n'avez pas de bunker. Je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai manqué le move. Voilà. Donc je parlais du double front.
C'est une technique qui est communément utilisée en Terran, mais qui s'applique aussi bien en Protoss qu'en Zerg. Vous warpez 2 zélotes, bon là je warp 2 zélotes parce que je suis Protoss forcément, dans la ligne de minerai, de sorte à forcer l'armée du Terran ici à backer. Voilà. Donc là, les zélotes sont dans le champ de minerai. Voilà, ils back. Et pendant qu'ils back, vous prenez toute votre armée et vous en allez sur la B1. D'une façon ou d'une autre, vous faites forcément une bonne opération parce que même dans le pire des cas, vous forcez son armée, vous le forcez, pardon, à splitter son armée. Là, c'était la meilleure opération possible pour moi parce qu'il a ramené toute son armée dans la B1. Résultat, on peut force field et s'occuper complètement de la B2. Vu que j'ai warpé pas mal de sentry en début de game, et comme j'ai réussi à les sauver, j'ai accumulé pas mal d'énergie. Là on n'a pas vu, mais j'ai oublié de mettre mes troupes en hold position, ce qui fait qu'il y en a qui viennent se faire fumer ici. C'est une erreur que je vais reproduire à plusieurs reprises dans la partie. Vous voyez, ce stalker il aurait pas dû mourir par exemple. Celui-là aussi. Normalement, vous les mettez bien hors de portée, et vous les mettez en hold position. Là je back parce que j'ai vu son armée, qui était amassé contre la choc, et je sais que j'ai absolument aucune chance d'en venir à bout. Et pendant ce temps, bon alors vous m'excusez, hein, comme c'est mon premier play, je loupe pas mal de bâtiments. Pendant ce temps, comme je savais que si mon push était successful, il viendrait automatiquement pour essayer de faire du dégât chez moi. Je mets sur pause. Pourquoi est-ce qu'il vient automatiquement pour faire du dégât chez moi? Parce que vous pouvez voir que mon push sur B2 a été très successful et qu'il a perdu énormément d'ouvriers. J'en ai tué 32, ce qui fait que là, s'il fait pas de dégâts, sachant que j'ai teché sur Colosse, bon, lui il l'ignore, hein, mais je vous le dis, moi j'ai teché sur Colosse, donc sa réaction est la bonne, parce que là, s'il fait pas de dégâts, il va perdre cette partie. C'est évident. Il n'a pas de quoi lutter contre les... Enfin, il n'a pas de quoi gérer les colosses à ce moment-là. Certes, il a un spatioport avec le réacteur, mais il n'a pas l'économie qui lui permettra de lui donner les vikings pour contrer ces colosses. Donc sa réaction est vraiment la bonne, d'autant plus qu'il a une armée qui est très supérieure à la mienne. Hop. Je relance la partie. Voilà. Excusez-moi, j'ai été obligé de recouper encore un instant. Voilà, donc là on l'a pas vu, mais il vient de me défoncer mon pylône, ce qui fait que je me retrouve supply block un court instant. Ça a l'air de rien, mais ça va me mettre particulièrement dans l'embarras. Surtout que, comme vous pouvez le voir, en fait j'ai que 4 gates plus le complexe robotique pour me défendre, ce qui est très peu. Je me permets de mettre sur pause juste un petit instant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsque vous vous faites détruire votre pylône, au moment où vous warpez, vous ne perdez pas les ressources. Ni le minerai, ni le Vespen. Ils vous sont automatiquement rendus. Ça a l'air de rien comme ça, mais moi personnellement je l'ignorais, je l'ai réalisé durant cette vidéo. Je pense que c'est toujours bon à savoir en fait. Sachant que ça peut être une bonne opération, comme de toute façon vous ne perdez absolument rien, même si c'est annulé. Mais là en l'occurrence j'ai vraiment fait une erreur de les warper ici. Enfin, le but c'était de pouvoir leur tirer dessus depuis une position surélevée, mais j'avais complètement oublié que de toute façon il y avait des minivacs, ce qui fait que les 4 stalkers se seraient probablement fait défoncer. Hop, je vais relancer la partie. Alors là, grosse erreur de ma part, mes troupes n'étaient pas en hold position, et comme vous allez le voir, je vais vraiment le payer, parce que, voilà, encore une fois, je ne l'ai pas fait, ce qui fait que les zélotes se ruent sur les marines marauders qu'ils ne peuvent pas toucher à cause des très bons force fields que j'ai posés. Résultat, ils se sont tous fait défoncer. Moi, je me retrouve avec quelques pauvres stalkers, mon colosse qui, malheureusement, n'aura vu la lumière du jour que très peu de temps, et qui va donc s'en retourner sur Ayur. Alors techniquement, là à ce stade, la partie est vraiment très mal engagée pour moi, mais je pense qu'elle aurait vraiment pu être sauvée en chronoboostant mon complexe robotique et en warpant des unités ici, probablement en sortant les propres pour le retarder un petit peu. Mais malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit, Protoss c'est pas ma main, et je suis pas un très très bon joueur de base, ce qui fait que j'ai commis beaucoup d'erreurs, à commencer par des manques de warp évidents. J'ai pas warpé assez d'unités quand je l'ai vu venir. Là mon colosse encore une fois va se faire choper directement. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, en TVP sans colosse, ou tout du moins sans dégâts de zone, ni tech de quelque sorte que ce soit, c'est impossible d'abattre une armée uniquement avec des unités de la guette. Enfin, à nombre égal, j'entends. À pop égal, c'est tout simplement pas possible, parce que la Bioball Steam Packet a un DPS que les unités de la Get Protoss avec lequel ils ne peuvent ni rivaliser et qu'ils ne peuvent pas encaisser non plus.
Oui, je parlais des... c'est une petite aparté, mais je parlais des... Comment concrètement contrer une bioball de ce genre en Protoss? Bon bah bien sûr le dégât de zone le plus évident c'est le colosse. Là pour le coup j'étais qu'est colosse parce que j'avais sorti le complexe pour faire le prisme de transfert, ici, que j'ai oublié d'ailleurs. Ah non, je l'ai ramené ultérieurement, mais bon, de toute façon c'est pas grave vu que j'ai perdu la partie. Euh, mais traditionnellement, moi, enfin, même si je le fais très peu, je pense que c'est plus rentable pour le Protoss de partir d'abord sur High Templar contre Terran plutôt que sur Colosse. Parce que partir sur High Templar vous donne accès à la tech du Conseil Crépusculaire qui vous permet de débloquer à la fois la charge des Zélotes et le blink des Stalkers. Deux améliorations qui sont très utiles contre Terran, sachant que la charge des Zélotes permet de contrer efficacement une bioball Terran, vu que faire du hit and run devient extrêmement difficile pour le Terran. Tout du moins, il a l'obligation de se prendre des coups pendant le hit and run, grâce à la charge des Zélotes. Et le blink des Stalkers permet de faire du harass et de choper les Medivacs. De plus, le Conseil Crépusculaire débloque les améliorations de niveau 2 de la Forge, que pour le coup je n'ai pas fait durant cette partie, mais que je vais faire durant la suivante, donc je vais pouvoir le montrer. Je vais enchaîner directement avec une autre game, euh, toujours un TVP. Euh, bah, au risque de me répéter, c'était ma première partie, alors soyez indulgents en fait. Enfin, encore une fois, je pense pas qu'elle soit diffusée. Donc, je vois pas vraiment pourquoi je me casse le cul à vous dire ça, mais euh, bah, je pense que c'est à peu près tout. Enfin, non, j'ai encore des tas de choses à dire, mais je vais enchaîner sur la deuxième game parce que là, il se passe pas grand chose à l'écran, donc forcément, ce sera pas très intéressant.